Ok, super. Bonjour à tous. J'espère que vous me voyez. Je pense qu'on devrait être à peu près bon là. Merci donc d'assister à la présentation. Hein. Merci d'être resté chez vous, surtout pour y assister. J'espère que vous êtes confortablement installés. Je vous cache pas que mon installation chez moi elle est un petit peu compliquée, mais bon, c'est pas très grave. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Pierre Crépieux. Je suis développeur Android chez Orange depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Hein. Et je suis basé à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Donc voilà, aujourd'hui, il fait un temps assez dégueulasse. Donc je pense que je suis beaucoup mieux à faire une présentation qu'à aller jardiner. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des App Bundles. J'ai cru voir qu'il y avait eu déjà un certain nombre de présentations aujourd'hui qui ont évoqué de près ou de loin les App Bundles. Hein. J'ai vu qu'il y avait une présentation qui parlait de minimiser la taille de son appli. Donc, il y a sûrement des choses que je vais redire par rapport à ça. Je vais vous partager mes slides dans la foulée. Et il y a aussi une autre présentation qui parlait des dynamic features. Donc, il y a aussi des choses que je vais sûrement répéter par rapport à ça. Et j'espère surtout, c'est que j'apporterai peut-être un éclairage un peu différent pour compléter ce que vous avez déjà pu apprendre si vous avez assisté à ces présentations. Donc, je vous envoie les slides. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, l'App Bundle, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau format de fichier. Ça va être un App Bundle, ça va être un fichier qui est produit par la phase de build au niveau d'Android Studio, donc de votre code source, et qui va un peu comme de la manière dont on faisait les APK auparavant. Hein. Et la nouveauté, c'est qu'en fait, il va remplacer l'APK, mais uniquement pour la phase de publication. Donc là-dessus, c'est assez important de l'avoir en tête. Concernant l'installation d'une appli sur votre téléphone, ce sera bien toujours le format APK qui va être utilisé. Donc en fait, ce qui s'est passé, hein, c'est que pendant maintenant peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, c'était un unique format de fichier qui était utilisé pour les deux opérations. L'histoire aura finalement eu raison de ce choix-là parce que maintenant c'est App Bundle qui est mis en avant. Et surtout, pardon, je suis revenu sur le truc. Hein. Et surtout, je vous remets les slides. Et surtout, c'est devenu donc le nouveau format officiel de publication. Donc voilà, on est passé d'un format assez monolithique qui était l'APK à un format qui est maintenant l'App Bundle et on va voir un peu la manière dont tout ça se décline pour améliorer la situation. Donc, pourquoi passer à l'App Bundle ? Donc, je pense que vous l'avez déjà entendu. L'une des premières raisons, ça va être de pouvoir réduire la taille des fichiers APK pour le transfert du fichier à proprement parler sur le réseau quand on l'installe et aussi sur l'occupation de l'espace disque du terminal. En fonction du type que vous allez développer, vous allez potentiellement avoir plus ou moins de ressources, que ce soit des graphiques, des lignes natives qui seront embarquées. Et ça peut énormément jouer sur la taille de votre application. Qui plus est, avec le format bundle, on va pouvoir aussi, Google souhaite promouvoir plutôt un découpage d'applications en modules. Donc c'est ce qui va permettre de déployer des dynamic features. Donc ça aura plusieurs intérêts. Hein. Une fois de plus, la limitation de l'espace sur le téléphone, mais également le fait d'avoir une base de code qui soit un peu plus claire, une isolation entre les composants, qui fasse en sorte qu'on ait une maintenance qui soit plus facile et aussi une évolutivité qui soit également plus simple à envisager. Un troisième point, donc en la faveur de l'App Bundle, c'est la distribution des features qui va pouvoir se faire également à la demande. Donc découper le code d'une manière claire, nette, précise, c'est une chose. Si en plus après derrière on peut venir pousser telle ou telle partie de son code sur l'application de l'utilisateur, c'est d'autant mieux. Donc on verra que ça peut être fait à la demande ou sous certaines conditions. Et un quatrième point sur lequel je ne m'étendrai pas trop, c'est sur les Instant Apps, qui est aussi une déclinaison en fait qui se marie bien avec les App Bundle. Si vous avez la possibilité de faire un module qui fait 10-15 mégas de cet ordre de grandeur-là. Alors, pourquoi il faut vraiment s'y intéresser ? Parce que mine de rien, c'était quand même un petit moment que le format Bundle a été introduit.
Alors pourquoi maintenant? Je dirais que bon, c'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais la taille des applications, elle fait que croître. Hein. Depuis 2012, a priori, un des chiffres que j'avais pu moi voir, c'était que ça avait augmenté de un facteur 5. Donc c'est assez énorme. Sachant que il y a quand même des terminaux qui, malgré en fait j'ai envie de dire l'amélioration des hardware, il y a quand même des terminaux assez moyen de gamme, voire bas de gamme, qui tiennent pas la route face à une telle augmentation de la taille. Donc, si vous avez une application qui est énorme, dès lors que votre téléphone va être un peu saturé au niveau mémoire, un des premiers trucs que Android va lui faire, c'est de faire à l'utilisateur, c'est de lui suggérer de virer les grosses applis. Donc, moins vous serez dans la liste, plus vous aurez de chance de rester installé sur le téléphone. Donc pourquoi maintenant deuxième max, j'ai envie de dire, c'est sur la réduction. Donc, les chiffres, je pense que Google maintenant a un peu plus de recul au fur et à mesure que le temps passe, c'est quand même qu'on peut espérer une réduction de la taille d'à peu près 20%, ce qui est quand même pas négligeable. 20%, c'est une moyenne. En fonction il y a des applis qui vont peut-être économiser 5%, d'autres qui vont en économiser 50%. Enfin, ça peut être vachement disparate après hein, par rapport à ça. Ensuite, il y a un troisième point, qui est assez important, je pense, c'est le passage, du moins l'obligation maintenant de mettre des lignes natives en 64 bits. Mine de rien, je pense que c'est aussi un argument de plus pour passer sur le format App Bundle, dans la mesure où, jusqu'à encore l'année dernière, vous pouviez uniquement mettre une version 32 bits de vos librairies natives dans l'appli, parce qu'un processeur 64 bits pouvait tout à fait exécuter du code 32 bits, mais du coup, il ne tirait pas profit justement de l'architecture 64 bits du processeur. Donc Google maintenant, pour faire en sorte que vraiment on ait une meilleure expérience utilisateur, qu'on tire profit vraiment des performances des processeurs, force à ce qu'il y ait une version de 64 bits qui soit disponible sur le Play Store. Donc forcément, si vous avez une version 32 bits, une version 64 bits, une fois de plus, la taille de votre appli elle va augmenter. Et puis, dernier point que je voulais mettre en avant auprès de tout le monde, là, c'était que sur le Play Store, a priori, là, on est rendu à quelque chose comme 270 000 applis qui sont passées sur les App Bundle. Donc, il y a encore je sais pas, il y a 6-9 mois, on était autour de 90 000. Là, on est à 270 000, donc sur les 2-3 millions d'applis, ça commence un peu à devenir sérieux, je pense. Alors, de toute façon, je vais regarder le chat, hein, où il y aura des questions, mais je pense que l'idéal, ce serait de faire les questions. Je crois qu'il y a un Slido ou quelque chose comme ça qui permettra de les poser, donc n'hésitez pas après à rajouter ça. Donc voilà, il y a ces 4 points, je voulais les souligner sur le pourquoi faire ça maintenant. Alors, je vous ai parlé du format des ABI, des ressources qui gonflent les APK. Ceux qui développent depuis un petit moment savent que déjà, par le passé, on pouvait déjà splitter ces APK. On pouvait splitter sur l'ABI, on pouvait aussi splitter sur la densité des pixels sur l'écran. On avait ce genre de souplesse, mais je ne sais pas qui a eu l'occasion déjà de se frotter à ça. Honnêtement, les splitter, dès qu'on avait plusieurs critères, ça commençait à devenir assez pénible. Donc, moi, j'ai jamais aimé ça. Je vais être tout à fait clair là-dessus. Et en plus, une fois que vous splittez vos APK sur le Play Store, il y a une règle qui est gravée dans le marbre, c'est qu'un APK égale un version code. Donc, au-delà de la génération des différents APK, vous avez aussi besoin de gérer les version code comme il faut. Donc, il y a des recettes qui s'appliquent. Je veux dire, ça se fait. C'est juste assez laborieux et je trouve pénible. Et qui plus est, derrière, vous avez autant d'APK à uploader sur le Play Store. Donc, bon, voilà, c'est du boulot un peu inutile. Et de ce fait, l'App Bundle, il prend tout son sens parce que clairement, tout ce genre de manipulation, il va les rendre complètement transparents. C'est pour toute cette raison, en fait, que maintenant, j'ai envie de dire, si c'est pas encore fait dans votre boîte ou si vous ne le faites pas même à titre personnel, c'est quand même, il est quand même assez temps, j'ai envie de dire, de sérieusement considérer le format bundle pour pouvoir tirer profit de toutes ces fonctionnalités. Mais par contre, il faut vraiment avoir en tête que dès lors qu'on va utiliser le format App Bundle, actuellement, il n'y a guère que le Play Store qui va pouvoir supporter, du moins apporter toutes les fonctionnalités dont on va parler.
Donc voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, pieds et poings liés dans la sphère Google. Bon, après, c'est un bien, un mal, c'est à vous de juger, mais faut le savoir. Il n'est pas exclu que d'autres plateformes puissent au moins traiter l'App Bundle. Après, concernant les dynamic features, on le verra. Là, par contre, voilà, ce sera peut-être plus compliqué. Alors, pour bien comprendre l'App Bundle, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de revoir déjà le format APK. Je pense que ça peut être assez utile de voir justement comment ça a évolué et quels étaient les problèmes qu'on voulait essayer de résoudre. Donc, dans un fichier APK, vous avez, sans surprise, le fichier class.dex, vous avez votre manifeste, et vous avez éventuellement les assets que vous avez rajoutés, ça peut être des fichiers texte, ça peut être plein de trucs. Et ça, en général, dans l'APK, c'est quelque chose d'invariant. Le class.dex, c'est du bytecode, ça va tourner sur n'importe quel téléphone. Le manifeste, c'est pareil, il décrit l'API, donc ça, c'est un truc invariant. Par contre, vous avez des ressources, donc ça peut être des ressources graphiques, qui, elles, vont se décliner en fonction de l'écran. Donc là, clairement, en fonction du téléphone que vous utilisez, le téléphone, à l'exécution, va aller choisir un type de ressource plutôt qu'une autre, en fonction de la configuration matérielle sur laquelle il s'exécute. Ensuite, vous avez l'architecture du processeur qui peut influencer l'APK, parce que vous allez avoir des téléphones qui vont supporter une ABI ARM en 32 bits, d'autres en 64 bits, vous pouvez avoir du 86. J'ai envie de dire, il y en a moins qu'avant, donc c'est un petit peu moins un problème. Mais ça fait qu'on a une certaine multiplicité des possibilités. Et puis, vous avez aussi des ressources. Ça va être les traductions qui sont compilées dans un fichier ressourcier. Donc, et en fonction du nombre de langages que vous voulez supporter, vous allez avoir X type de ressources textuelles de ce type-là. Et finalement, tous ces trucs-là, ça va vous amener à avoir une espèce de package avec tout ça qui a été empaqueté dedans. Un APK, pour ceux, enfin, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est juste un point zip avec tous ces trucs qui ont été rentrés au chausse-pied à l'intérieur. Et ce dont on s'aperçoit, je pense que c'est pas naïf non plus, chez Google, vous le savez depuis un petit moment, c'est que finalement, ça fait quand même un assez gros monolithe qui a cet avantage d'être, du coup, il est unique, donc c'est un fichier qui va tourner partout, mais de fait, à l'exécution, il y a plein de choses dedans qui sont à peu près inutiles. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir, avec la bundle, faire en sorte que sur le téléphone de l'utilisateur lambda, on va lui apporter uniquement les ressources qui vont lui être utiles. Donc si je suis sur un processeur ARM, j'envoie que le code ARM. Si on est en français, j'envoie que le français. Et si on a un écran avec du XXX HDPI, on va lui mettre que les ressources qui sont en XXX HDPI. Ça permet donc d'économiser de la place sur le téléphone. Et également, ça permet d'économiser de la bande passante sur le réseau quand on va aller installer l'appli pour la première fois. Et c'est d'ailleurs aussi un des vecteurs qui fait que ça se marie bien avec les instant apps. Maintenant, regardons un peu à quoi va ressembler un fichier AAB. Donc la bundle, l'extension du fichier qui va être produit, c'est AAB, pour Android App Bundle. Le fichier AAB, finalement, il va avoir une structure à certains égards qui va être similaire, parce que forcément, il va avoir les mêmes informations que dans l'APK. On va retrouver tout un tas de ressources, le fichier DEX, les traductions, les assets graphiques dans le fichier. Mais ce qui va se passer, c'est que derrière, quand on va générer des APK à partir de l'App Bundle, on va avoir un APK master et X types d'APK de configuration en fonction des caractéristiques pour lesquelles ils vont être générés. Je vous montrerai un peu plus ça un peu plus concrètement par la suite. Mais l'idée, c'est ça. Donc, on a une structure qui est à peu près similaire, sauf qu'à la fin, on va avoir plusieurs APK qui vont saucissonner chacune des ressources. Alors, pourquoi on fait ça? Si on regarde, par exemple, le contenu d'un fichier APK quelconque, alors je ne sais plus lequel j'ai pris, j'espère que ça va être à peu près parlant.
On reprend un petit peu le détail des ressources que j'ai évoquées tout à l'heure. Si on regarde la taille que ça représente, finalement, on se rend compte que, par exemple, ici, sur mes ressources, le fait, là vous voyez mon curseur, le fait d'omettre un certain nombre de ressources graphiques, ça va me faire économiser quand même déjà quelques dizaines de mégas. Sur les librairies, ici, on voit qu'il y avait des librairies avec de l'arme de ABI. Alors, je crois que l'arme de ABI, en plus, maintenant, ça va plus court. Mais voilà, on peut s'imaginer qu'ici, on va virer encore un méga supplémentaire. Donc, cette espèce de découpe des ressources en plusieurs APK va permettre de cibler au mieux et donc de faire un certain nombre d'économies qui sont typiquement qui vont permettre d'atteindre jusqu'à 20%, 50%, voire plus sur la taille de l'APK qui sert. Donc c'est comme ça que ça va marcher derrière. Mais au-delà de ça, avec les App Bundle, on a une deuxième fonctionnalité, une deuxième type d'opportunité qui se présente à nous, c'est les dynamic features. On va pouvoir rajouter un certain nombre de fonctionnalités qui vont être également embarquées dans l'App Bundle et qui vont amener à la génération d'APK, donc de features, qui eux-mêmes vont également amener des APK de configuration de features. Donc vous voyez, ça commence à faire un petit peu de monde. Et de la même manière, en fonction des différentes features qu'on va vouloir apporter, on va pouvoir aller délivrer à l'utilisateur telle feature avec tel type de librairie native, tel type de ressources graphiques, et faire en sorte qu'on minimise le plus possible les ressources qu'on va lui envoyer. Et ça, je reviendrai dessus également un petit peu pour voir comment ça marche un peu sous le capot. Une des choses qui est importante de savoir quand on passe sur les App Bundle, c'est que, si je peux, il va falloir nécessairement passer par le App Signing by Google. Donc, ça signifie que on va laisser Google signer les APK à notre place. C'est évidemment nécessaire dans la mesure où, on le voit bien, hein, toute la découpe qui va être faite, elle sera faite côté Play Store. Les APK sont nécessairement signés avec le même certificat que celui avec lequel on a fait l'application initialement. À un moment ou un autre, il faudra qu'on upload le certificat sur Google et surtout qu'on le laisse signer à notre place parce que c'est lui qui va les faire. Finalement, nous, côté dev, on n'est plus obligé de générer des APK. Alors évidemment, on peut le faire si on veut, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Et de ce fait, il faut qu'on déporte ce processus chez Google. Donc ça va ressembler à ça. Grosso modo, auparavant, en bleu, alors, je vais s'en sortir, mon curseur, voilà. Auparavant, en bleu, vous voyez un peu le flow qui avait cours. Hein, donc, c'est côté dev, ou alors, c'est pas forcément le dev, ça peut être quelqu'un d'autre qui signe un APK non signé. Mais bref, ça se fait plutôt de notre côté. On upload ça sur le Play Store, et puis le Play Store, il sert le fichier. Là, ce qui va se passer pour pouvoir tirer profit des App Bundle, c'est qu'on va faire un fichier AAB. Alors, on va le signer, parce que la signature, elle a quand même un certain nombre de vertus. Hein, c'est de pouvoir identifier la personne qui a l'origine du fichier. Donc, on aura forcément une signature pour que, côté infra Play Store, on puisse nous montrer patte blanche et dire, effectivement, tu as le droit de déposer ce fichier-là. Mais par contre, pour livrer le fichier aux utilisateurs, cette fois, ça va être le Play Store qui va signer. Donc, vous voyez ici, j'ai une petite signature violette. Donc, ma signature violette, elle va se retrouver sur le Play Store. Et moi, je vais signer ici mon AAB avec, cette fois, une clé, mais d'upload, et qui est uniquement dédiée à l'upload. Et derrière, ce que va faire le Play Store, c'est que pour les versions d'Android supérieures à L, il va pouvoir aller déposer, ou du moins streamer, on va dire d'une certaine manière, plusieurs APK. Donc, c'est des splits d'APK qui va envoyer. Donc, ça va être, au lieu d'un APK monolithique, ça va être une session de fait avec X APK qui seront balancés dedans. Mais ça, c'est supporté par L. Donc, si on n'est pas sur L, il va générer un certain nombre de déclinaisons d'APK
Il ne va pas faire toute la combinatoire possible parce que ça peut être vite déconnant. Mais par contre, il va essayer déjà de fournir un certain nombre d'APK qui permettront de tirer profit de certaines optimisations, mais qui ne seront pas aussi granulaires que ce qu'on peut faire avec les splits d'APK. Donc, c'est toujours mieux que rien. Mais là, le principe général, c'est ça. De ce fait, il y a tout un processus d'enrôlement que je peux vous montrer, enfin, que moi je comptais vous montrer, même si ça fait une petite digression. Mais je pense que c'est assez important de l'avoir en tête. Vous allez donc forcément vous enrôler sur ce App Signing by Google. Et pour ce faire, vous avez plusieurs options. Donc, je ne vais pas tout décliner parce que l'objet, c'est pas non plus juste de parler de ça. Mais je vais vous faire un flow qui est possible. C'est par exemple donc d'uploader votre clé, le clé avec laquelle vous avez signé votre APK. C'est d'une certaine manière un peu plus simple parce que de toute façon, si vous faites une mise à jour, c'est encore le meilleur choix. Pour autant, il y a des options également pour re-signer un APK avec une nouvelle clé. Il y a différentes déclinaisons qui sont possibles. Voilà. Moi, je vous en fais une, c'est je upload avec la clé de signature de mon APK. Donc, c'est la deuxième option. Pour ce faire, il y a un outil qui a été fait par Google pour chiffrer un petit paquet qu'on va leur envoyer avec la clé, parce que tant qu'à faire, comme c'est une clé privée, ce serait quand même mieux qu'elle ne tombe pas entre les mains de n'importe qui. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, ils ont un outil pour le faire, pour l'impacter et puis faire en sorte qu'on déploie ça chez eux. On upload la clé privée du coup chez eux. Une fois de plus, on n'est pas complètement obligé. On peut leur laisser le choix de refaire une nouvelle clé privée. Je crois qu'on peut changer une fois de clé sur les APK. Ou éventuellement, après, si c'est une nouvelle appli, j'ai envie de dire, on refait un certificat par appli comme pour d'autres cas de figure. C'est pas très géant. Et surtout, ce qu'on va faire également après, c'est qu'on va se générer une clé d'upload. Donc là, vous avez une nouvelle clé d'upload qui donc n'a pas exactement la même, j'ai envie de dire, la même nature que la clé de signature, parce qu'elle va servir, elle ne va pas aller jusqu'à l'utilisateur final, elle va servir que jusqu'au Play Store. Donc là, vous la signez, donc une fois de plus, c'est elle qui vous identifie. Donc en gros, ça ne change pas grand-chose pour vous, c'est un peu la même manière que votre clé privée d'avant, où vous vous en servez là pour l'upload. Et une fois que c'est fait, vous pouvez laisser le Play Store faire le processus de signature. Vous avez, donc il a votre clé privée pour re-signer vos APK. Vous avez une clé d'upload pour les lui envoyer et faire en sorte qu'il vous authentifie. Donc ça marche à peu près, j'ai envie de dire, comme avant. À 2-3 détails près, sur lesquels je vais essayer de passer rapidement, c'est concernant la signature. Du coup, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Vous aviez une signature avec laquelle vous signez vos APK par le passé. Vous en avez une nouvelle, une clé d'upload avec laquelle vous allez signer vos fichiers A à B. Donc là, c'est juste des exemples. On voit qu'une fois que j'ai généré mon A à B, si je check le SHA-1, par exemple, du certificat, voilà, c'est celui de ma clé d'upload. Donc la clé d'upload. Si vous allez, par exemple, rechercher, donc ici, la clé de signature de l'APK, vous allez, par exemple, pouvoir vérifier que l'APK qui vous est envoyé par le Play Store vérifie cette signature. Donc, c'est bien votre clé qui a servi à signer l'APK. Mais vous avez aussi un troisième cas de figure avec les signatures qui est assez important parce qu'il est un peu piégeux. C'est à travers l'app sharing. Pour pouvoir faciliter le déploiement des dynamic features, alors je ne sais pas si les autres l'ont dit, mais il y a une fonctionnalité vachement intéressante dans le Play Store qui s'appelle l'Internal App Sharing, qui va permettre de déployer des APK un peu comme on veut depuis l'infra. Donc ça, c'est vachement bien, parce que vous enrôlez dedans, ça va très vite, vous donnez des droits à des gens pour le déployer, et vous pouvez après déposer des applications dessus pour faire vos essais avec aucune vérification sur version code. Enfin, là, franchement, c'est beaucoup moins contraignant que le cas classique, même des bêtas et des alphas. Par contre, quand vous faites ça, vous allez avoir un APK qui sera signé avec une clé temporaire dédiée à l'Internal App Sharing et qui est créé par Google. Donc, c'est le Play Store. C'est vraiment un truc pour lequel vous n'avez pas la main dessus du tout et qui est assez important dans la mesure où, potentiellement, si vous voulez faire des essais avec des API tierces qui demandent un SHA-1 de votre clé,
Vous comprenez bien qu'entre la clé d'upload, votre clé de signature, la clé qui peut être générée parce que vous passez par le partage d'appli interne, il y a de quoi se prendre les pieds dans le tapis. C'est pour ça que je voulais faire une passe rapide là-dessus. C'est assez... voilà, ça peut être un peu piégeux, mais bon, on s'y fait. Hein. On s'y fait. Et donc voilà, donc l'APK que j'ai reçu avec l'Internet App Sharing, je vous montre juste que, en fait, il a le SHA-1 qui est fait par le partage d'appli du Play Store. Voilà. Concernant l'app sharing, alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre ces slides-là avant. Je suis désolé, je me rends compte qu'il y a peut-être un petit point dans le flow. Ça ressemble à ça. Vous avez une page sur laquelle vous pouvez uploader votre fichier, vous le déposez. Vous avez un lien, vous copiez le lien, vous le déposez sur votre téléphone et c'est parti. Vous pouvez installer l'APK sans avoir plus de démarches à faire. Donc ça, c'est vraiment génial. À ceci près qu'il y a une petite astuce. Alors, tout ça, c'est très clair, ça coule de source, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos autour des app bundles, des dynamic features, de tout un tas de choses. Pour tout agréger, je pense que c'est pas mal d'avoir un petit résumé comme celui-ci. Si vous voulez installer des applis depuis l'Internet App Sharing, depuis votre téléphone, dans l'application Play Store, vous devez aller cliquer X fois sur la version du Play Store pour pouvoir avoir accès à ce petit menu de partage interne d'applications qui va vous permettre ensuite de télécharger des applis depuis le lien que je viens de vous montrer. Ça paraît rien, mais au début, c'est un peu compliqué. Je vais accélérer, parce que je vois que le temps tourne très très vite. Donc l'intérêt de cette infra, pour laquelle je viens de faire une digression un peu plus longue que prévu, c'est de pouvoir tester facilement les dynamic features. Les dynamic features, vous allez avoir besoin du Play Store pour les récupérer sur votre téléphone. Si à chaque fois que vous faites une modif, il fallait passer par l'alpha, la bêta, la machin, ou qui peut prendre plus ou moins de temps, ça devient infernal à tester. Donc, une des premières options, on verra qu'il y en a une deuxième après, c'est de passer par l'Internet App Sharing et vous pouvez facilement tester vos dynamic features. Vous avez un menu qui apparaît dans le wizard comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et la nouveauté, c'est que dans le module que vous allez créer, vous allez pouvoir dire est-ce que ce module, c'est quelque chose qui doit s'installer lors de l'install de l'appli? Est-ce que je dois avoir un module qui va être installable à la demande? Est-ce que ça doit se faire sous condition? Et ça va se traduire en fait dans le manifeste avec voilà, quelques balises XML, j'ai envie de dire assez explicites. On va avoir 4 grands types de dynamic features. Les dynamic features, donc à l'install, si on veut modulariser son app sans forcément faire des features à la demande, ce genre de choses, mais déjà un petit peu amorcer la pompe, on peut choisir d'avoir des features à l'install. Sachant que ça peut être aussi, par exemple, une feature avec un tuto qu'on veut forcément avoir à l'install, et une fois qu'on a fait le tuto, l'enrôlement dans l'appli, on se dit, tiens, j'ai plus besoin de cette feature, je vais l'enlever. C'est un premier cas. À la demande, donc là, ça veut dire que l'utilisateur, en fonction de son usage qu'il a de l'appli, il va vouloir installer la feature à la demande. Je vais vous montrer un petit exemple juste après. Ça peut être aussi conditionnel. Là, il y a 3 grands critères. Hein. Ça va être le niveau d'API, le pays dans lequel est l'utilisateur, ou éventuellement une feature hardware. La feature hardware qui est souvent mise en avant pour ce cas d'usage, c'est la réalité augmentée. Si vous avez un téléphone qui ne peut pas faire de réalité augmentée, ça ne sert à rien de lui pousser une feature qui ferait ça. Et 4e type de feature, c'est l'Instant Delivery. À quoi ça peut servir donc une feature qu'on demanderait à la demande? On s'appuie sur une appli qu'on développe pour faire des tests de pair sur le réseau. Et voilà, typiquement, c'est une appli qui testait la latence, la bande passante, et on s'est dit, tiens, on va rajouter une feature qui fera un test vidéo, et qui, pendant le streaming vidéo, va regarder un petit peu un certain nombre d'indicateurs sur l'état du réseau. Et pour faire ça, on s'est dit, tiens, on va rajouter une dynamic feature, donc ça peut être un flow aussi simple que celui-là. On choisit le scénario avec vidéo. Si on n'a pas la dynamic feature, on change le petit icône pour dire on va les installer. Une fois qu'on clique dessus, il y a une requête sur le Play Store qui est faite pour installer le module. Et une fois qu'on l'a, c'est bon, on a le module, on peut l'utiliser si on veut. Donc ça permet d'avoir comme ça une certaine économie sur la taille de l'APK et son téléchargement, parce qu'on s'imagine qu'il y a peut-être des gens qui n'en ont juste rien à faire de cette fonctionnalité. Une fois qu'on l'a faite dans l'appli, ça va ressembler à ça. Donc
dans le petit manifeste pour ce module-là en particulier, donc on a dit que c'était un module, pardon, je ne montre pas mon curseur, on a dit que c'était un module à la demande. Donc, dans ce manifeste, on va retrouver ça, le manifeste de la feature. Hein. Au niveau du build Gradle de l'appli, on va avoir une déclaration de la dynamic feature, qui s'appelle vidéo feature. Comme c'est à la demande, on va rajouter une dépendance sur les play services. Et dans la vidéo feature, on va avoir une dépendance sur l'appli. Donc ça, c'est des choses, je pense que vous avez déjà vu aussi tout à l'heure, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai 2-3 graphiques là-dessus. Et une fois qu'on veut lancer notre appli, en fait, dans le petit wizard, dans le studio, on voit bien qu'on peut choisir de déployer ou pas la feature vidéo au moment de lancer l'appli. Quand on va vouloir installer cette appli, on a toute une API qui vient du Playcore, alors donc des play services. Je vous l'ai fait à l'ancienne, hein, je commence à être vieux, mais il y a des extensions Kotlin, KTX pour faire ça avec un autre, une manière peut-être plus élégante pour certains, mais bon. L'essentiel est là. On a un truc qui s'appelle Split Install Manager, pour lequel on va pouvoir définir des requêtes qu'on va lancer. Voilà, on va dire, lance-moi l'install. On a une ribambelle d'états qui peuvent nous passer au fil du temps pour indiquer comment se déroule l'installation. On va voir, voilà, c'est en train d'être ennuyé. Là, ça demande une confirmation. Par exemple, si la feature elle est un peu trop grosse, si elle fait, je crois, plus de 10 ou 15 mégas, on va avoir une pop-up. On est invité avec une pop-up quand même qui dit, bah non, là, il faudrait quand même le consentement de l'utilisateur. Voilà, tout un tas d'états que je vous laisse découvrir si le cœur vous en dit, mais c'est assez simple. Il n'y a pas de grosses difficultés par rapport à ça. Et je vous laisse le choix de choisir les extensions Kotlin si vous voulez. Le plus important, en fait, quand on va vouloir utiliser une dynamic feature, ça va être la structure de l'appli. En général, on était assez habitué à modulariser notre appli avec différents modules pour lesquels, en fait, c'est l'appli qui implémente finalement les modules. Enfin, on va avoir une classe la directive implémentation dans l'appli pour récupérer les dépendances sur les modules. Avec les dynamic features, en fait, c'est l'inverse. Le lien de dépendance, il est inversé. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est dans ma dynamic feature que je vais avoir implementation de app. Donc, ça change pas mal de choses dans la manière de concevoir son application, mine de rien. Et surtout, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, on pouvait juste avoir une dépendance sur l'app depuis dynamic feature. Mais là, ce qui est en train d'arriver, alors moi, j'ai pas eu l'occasion de tester, je ne sais pas si c'est vraiment dispo là tout de suite, mais on peut aussi envisager des dépendances entre features. Ça, c'est assez déroutant de prime abord, parce que je vous dis, d'habitude, on avait plutôt bien une tendance à découper un peu dans l'autre sens. Et en termes de gestion des ressources, ça peut devenir un peu compliqué. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à partir d'une base de code assez importante qui existerait déjà, se dire, on va tout passer en dynamic feature. Nous, on a essayé sur une appli. Bon, je pense qu'elle était peut-être un peu trop grosse, on était un peu ambitieux sur ce coup-là. On n'a pas réussi. Donc voilà, à surveiller, à bien étudier et à pas trop s'avancer dessus. Je parle pour du legacy. Pour autant, il y a, je crois que c'est Ben Weiss qui a fait un blog il y a assez longtemps qui détaillait justement la manière de faire. Pour lui, ça avait bien marché. Mais bon, voilà, il donne plein d'astuces. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, cette espèce un peu d'inversion dans le lien de dépendance. Et surtout, mon retour, c'est attendez-vous à ce que ce ne soit pas super facile sur une appli qui existe. En termes d'outillage, je vais me dépêcher parce qu'il me reste plus quelques minutes. En termes d'outillage, donc on a évidemment le petit wizard d'Android Studio qui nous permet de lancer de la feature ou pas. On a le internal app sharing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va permettre de s'interfacer avec le Play Store. Mais on peut également utiliser ADB tout simplement, pour peu qu'on ait identifié les APK qu'on veut déployer sur son téléphone. ADB a une commande qui s'appelle install multiple, qui permet d'installer plusieurs APK dans une même transaction au niveau du package manager. Donc, en gros, si vous installez votre appli depuis le wizard en cliquant vidéo feature ou que vous lanciez cette commande-là, ça fait finalement la même chose. Je peux changer de si je peux.
Ensuite, un point qui est assez amusant à noter, en fait, au niveau de la manière dont c'est structuré sur le téléphone, c'est que si vous installez l'appli, donc j'installe d'abord l'appli sans avoir à activer de dynamic feature ou quoi que ce soit, eh ben on va voir que au niveau du stockage sur le téléphone, donc si j'ai récupéré le pass, j'ai mon base APK uniquement, j'ai un répertoire libre, et mon téléphone étant en ARM64, j'ai un répertoire ARM64 dedans, et j'ai pas le x86, le ARM 32 bits ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment que les infos dont j'ai besoin. Et si j'installe une feature supplémentaire dessus, au niveau du stockage sur le téléphone, donc on remarque ici que l'espèce de hash a changé parce que c'est plus exactement le même état de l'appli, je vais avoir toujours mon base APK, les librairies précédentes, et je vais avoir ma feature en plus, avec des nouveaux APK qui sont apparus. Ce que ça implique, c'est que le side loading, comme on pouvait avoir l'habitude de faire dans certains cas, eh ben, ça ne va plus trop être possible parce que finalement, maintenant, si vous ne récupérez pas les APK avec la même version, la même configuration, la même cible que ceux du téléphone sur lequel vous les avez récupérés, vous ne pourrez tout simplement pas les installer. Et donc, du coup, il y a aussi une API dans les services qui est apparue pour justement pouvoir, au niveau de l'appli, dire bah non, là, c'est pas possible, l'appli ne peut pas s'exécuter, mais j'ai envie de dire d'une certaine manière, c'est pas de ma faute, c'est juste, tu as fait du side loading et ça marche. Donc, heureusement qu'il y a ça. Dernier point très important pour tester parmi les outils, vous avez la possibilité depuis là, pas très longtemps, de faire en sorte que vos dynamic features soient déposées sur le téléphone pour émuler le Play Store. Ça, c'est vachement bien parce que ça évite de passer par le Play Store. Donc, on avait déjà un sérieux avantage par rapport à avant avec le fameux Internal App Sharing qui était beaucoup plus souple que le processus classique. Si vous n'avez juste même pas de réseau que vous ne pouvez pas l'utiliser, vous pouvez utiliser le FlexSplit Install Manager qui va vous permettre de déposer tous les APK des features et de configuration quelque part sur votre téléphone, donc ici sur la SD card dans le package correspondant. Et lorsque vous allez installer la dynamic feature, bah, il va faire ni plus ni moins que de récupérer l'APK sur la SD card plutôt que sur le Play Store. Donc c'est quand même assez pratique. Et pour faire ça, en fait, vous avez donc un paramètre supplémentaire quand vous créez le bundle. Je vais peut-être vous remettre. C'est ici local testing. Ça va faire que vous avez le manifeste de votre APK qui va être modifié. Et c'est comme ça qu'en fait, le Split Install Manager va détecter le fait qu'il peut s'appuyer là-dessus. Donc ça, c'est assez récent, c'est vachement bien. Quelques petits chiffres pour qu'on prenne bien la mesure de ce qui se passe derrière. Si vous générez juste tous les APK possibles et imaginables à partir de votre AAB, donc là c'était pour mon appli avec ma petite feature, j'en ai qu'une feature, ça me fait déjà 166 APK. Donc c'est parmi ces 166 APK que le Play Store va aller piocher pour aller cibler au mieux la configuration qui va correspondre à votre téléphone. Pour le faire, si vous voulez vous expérimenter un peu sur la taille des APK, vous pouvez utiliser Bundle Tool qui va vous permettre de récupérer par exemple la configuration matérielle de votre téléphone. Donc ici, ça doit être mon Samsung. On voit que j'ai un certain nombre de features hardware qui sont reportées. Je peux récupérer justement la taille de l'écran, l'ABI, les différentes locales qui sont supportées. Et finalement, c'est à partir de ces infos-là que le Play Store, ou éventuellement Bundle Tool si vous voulez le faire en local, va permettre de cibler précisément les APK que vous voulez installer. Pour ce faire, en fait, vous pouvez donc invoquer la commande build APK. Donc, à partir des caractéristiques de votre téléphone et de votre fichier AAB, ça va vous générer uniquement les APK qui sont correspondants. Vous pouvez évidemment, si le cœur vous en dit, faire un APK universel. Donc, c'est une espèce de vieux monolithe qu'on connaissait, si ça peut vous être utile. Mais sinon, ça va vous faire uniquement la liste des APK. Donc là, par exemple, sur mon Samsung, on voit que, bah, voilà, il m'a généré, il estime qu'il a que ces APK-là parmi les 166 à m'installer.
Si vous voulez faire des expérimentations, vous pouvez vous faire votre fichier de spec à vous, hein, avec uniquement un certain nombre de caractéristiques que vous fixez, et derrière, générer la liste des APK que vous voulez, et puis vous voyez un peu la différence. Vous voyez, par exemple, ici, si j'ai mis que je supportais l'allemand, bon, bah, voilà, il m'a mis l'APK de base en allemand. Toutes ces features sont des choses que vous récupérez également avec ADB. Et donc, j'imagine qu'au niveau du téléphone, parmi les Play Services, bah, finalement, c'est un peu ça ce qu'il fait. Hein. Il récupère les caractéristiques hardware de votre téléphone, l'ABI, la densité, la locale. Il envoie ça au Play Store, et le Play Store fait ni plus ni moins que ce que Bundle Tool fait, peut-être un peu plus quand même, que ce que l'outil Bundle Tool fait quand vous l'exécutez sur votre propre poste de dev. J'en ai presque fini. Un dernier truc, si vous utilisez l'outil Android Size Analyzer, et je vous invite à l'utiliser, il gère également les app bundles. Donc évidemment, ça va permettre d'avoir justement peut-être un peu plus de conseils et peut-être encore un peu mieux ciblés. Donc parmi les conseils classiques, souvent c'est vrai que passer à WebP, ça peut, et ça pour avoir expérimenté, ça peut faire une grosse différence. Mais surtout, vous verrez, hein, je pense qu'il très souvent maintenant, il va dire, bah, passez ce tel ou tel truc en dynamic feature, ou parmi ces dynamic features, essayez de faire en sorte que l'architecture CPU soit bien prise en compte, ou ce genre de choses. Là, typiquement, nous, on a mis un binaire dans l'APK de base et il nous dit, bah non, ça fait une dynamic feature, parce que du coup, c'est vrai que là, actuellement, sur cette appli que je vous ai montré, on balance 4 binaires, et c'est un peu dommage. C'est un des points d'amélioration qu'on peut envisager. Je suis quasiment hors temps, donc je conclus rapidement avec juste 4 points. Utilisez les app bundles pour optimiser la taille de vos applications, c'est quasiment transparent. C'est-à-dire, vous changez juste de APK en AAD et c'est fait. Modulo, pour ceux qui pourraient être réticents, les histoires de clés. Voilà, ça, mais là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est une autre question. Deuxième point, utiliser des dynamic features, ça demande quand même un certain effort. Donc, on a une souplesse qui est très intéressante, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, ça se fait. Enfin, pour le coup, c'est pas gratuit comme le point précédent. Une fois que vous passez en dynamic feature, bah là, c'est Play Store. Il n'y a plus d'autres alternatives. Et surtout, le point le plus important, c'est pas parce que vous allez pouvoir obtenir donc des réductions substantielles en passant par le format App Bundle qu'il faut plus faire d'efforts côté appli pour mettre en œuvre toutes les optimisations qu'on connaît déjà. Donc voilà, il ne faut pas que ça rende fainéant non plus le fait d'utiliser cet outil. Il y a plein de ressources que j'ai mis dans les slides que je vous enverrai très rapidement. Donc il y en a plein, c'est bien, mais il y en a beaucoup, donc c'est pas toujours facile à suivre. Mais vraiment, ouais, je vous invite à vous y intéresser parce qu'il y a un certain nombre quand même d'intérêts à passer le pas et à migrer, façon de parler sur le format AAB. Du coup, j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois que j'ai cru comprendre qu'il fallait que j'aille sur le lien de je ne sais plus quoi. Alors, bougez pas. Oh, wow. Alors, est-ce que je peux... Ouais, c'est bon. Comme ça, ce sera plus interactif. Alors, c'est dommage, moi je ne vous vois pas, mais je me suis dit que ça humaniserait un peu si vous voyez ma tronche et surtout la réaction que j'aurai quand je lirai vos questions. Alors, par contre, juste un truc. J'aurai un ping si vraiment je déborde ou pas, là? Ou je peux y aller tranquille? Ok. Bon, Farouk, tu me couperas la parole si jamais il faut. Donc, téléchargement d'une dynamic feature, ne redémarre pas l'appli, c'est opérationnel à la volée. Ah bah oui, ça carrément. J'ai pas osé faire une démo live, parce que bon, les conditions sont un peu compliquées, je me suis dit, je vais pas prendre de risques supplémentaires. Ouais, clairement, hein, sur les petits slides que j'ai montrés tout à l'heure, avec le petit call flow où on pouvait avoir la petite Dropbox, on télécharge. Si une fois que le téléchargement est fait, on dit bah vas-y, lance-moi l'activité, moi en l'occurrence une activité avec un player vidéo qui affiche des petites courbes, bah oui, ça marche direct. Il n'y a pas besoin de redémarrer l'appli. D'ailleurs, je pense que c'est clairement un des intérêts.
Deuxième question. Alors, je sais pas, c'est moi qui choisis les questions, Farouk, ou non, c'est toi? Ok, c'est bon, ça le fait. Est-ce qu'on peut garder plusieurs configurations dans les APK générés, par exemple, pour une app permettant de switcher? Oui, ouais, on peut. Alors, en plus, il y a des trucs aussi particuliers dans la librairie Playcore pour justement les langues, parce que c'est vrai que il y a le Play Store et puis le système de gestion des langues d'Android, il fait déjà plein de trucs, mais c'est vrai qu'il y a des applis où parfois on veut surcharger la langue. Donc ça, c'est gérable. Et surtout, dans la configuration de la AB, donc de l'app bundle, au niveau de la définition du fichier Gradle, du build.gradle, on peut lui dire par exemple de ne pas splitter les langues. Je ne pense pas dire de bêtises. Mais on a quand même un certain nombre de souplesses, donc on peut garder plusieurs configurations. Je dirais oui, si j'ai bien compris. Si l'application est conséquente, tu n'as pas peur que la très forte modularité qu'apporte App Bundle devient un problème. Si l'application est conséquente, tu n'as pas peur. Là, comme ça, je dirais non, mais je sais. Ouais, là, à la rigueur, il faudrait peut-être échanger. Je ne sais pas si on a un moyen. Enfin, on peut le trouver facilement, je pense, même sur Twitter ou dans le chat en privé. Je ne sais pas si ça peut se faire. Parce que là, du coup, il faudrait plus de billes. C'est dingue. Moi, je pense pas. Après, je sais pas si c'est côté gestion de la publication ou si c'est sur la base de code. Bon, moi, en tout cas, même pas peur, je dirais. Peut-être que je dis une grosse bêtise. Question suivante. En donnant notre clé de signature à Google, ils peuvent modifier notre code et insérer tout ce qu'ils veulent. Euh, bah, ouais, je dirais que ouais. Après, j'ai envie de dire, ouais, enfin moi ça m'interpelle, j'ai envie de dire, ça me fait peur, je dirais, j'irai pas jusque là. De toute façon, je pense que Google, s'il voulait nuire à qui que ce soit, je sais pas si c'est en modifiant le code ou autre chose, à mon avis, on pourrait imaginer mille autres manières de procéder, donc c'est pas forcément ça qui m'inquiète le plus. Mais dans les faits, ils peuvent. Hein. Mais honnêtement, je pense pas que le jeu en vaudrait la chandelle pour autant. Après, je sais pas si c'est parce que tu imagines de la malice de leur part ou pas, mais tu sais, après tout, tu as les play-services sur le téléphone, ils peuvent déjà pousser plein de trucs via les play-services. Bon, ça, en plus, c'est en moins. Voilà. Après, mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est une balance, c'est une vraie balance qu'il faut déterminer, se dire est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas, sachant qu'honnêtement, on n'a pas particulièrement le choix hein, là-dessus. Mais enfin, nous, on s'est posé la question. Si on active l'app Signing by Google, faut-il l'activer pour toutes les applications de son compte Play Store? Non, 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 il ne faut pas. Enfin, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, par contre, pour une appli pour laquelle on l'a fait, on ne peut plus revenir en arrière, si je ne dis pas de bêtises. Ça, il faudra vraiment vérifier. Je ne prétends pas avoir toutes les subtilités du truc en tête. Mais non, ça ne le fait pas forcément pour toutes les applis. Et par contre, c'est sûr, pour une où tu l'as fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, le truc, il est quand même bien. Enfin, on va pas se mentir, il est quand même bien pensé. Hein. C'est assez bien foutu. Hein. Et sinon, dernière question, si Google Play Store c'est géré sur App Bundle, mais si on parle d'une appli qui est distribuée, il y a un MDM propre à un client, est-ce qu'il y a un intérêt Un MDM, c'est quoi? Donc c'est un truc c'est une espèce de store alternatif, je vais partir de ce principe-là. Attention, une appli qui est distribuée, ouais, c'est vrai ça. Là, du coup, où le truc il est suffisamment fin pour réussir à s'en sortir avec un app bundle, parce que c'est pas impossible, hein, je pense, de le faire, parce que s'il a un paquet, alors en fait, il faut qu'il ait un paquet de manager à lui, peut-être sur les téléphones. S'il y a une appli qui peut insérer le package, s'il est capable d'envoyer les caractéristiques au serveur en face, et que le serveur en face, par exemple, il sait tirer profit de ces caractéristiques pour, je sais pas, à travers Bundle Tool, par exemple, lui envoyer les APK, il peut le faire, hein, mais là, je suis pas sûr qu'il y en ait qui le fassent. Donc,
pour ce type de cas de figure, il faudra passer sur l'APK universel. Je pense. Et encore une fois, je mets des guillemets sur ce que je dis, parce que c'est modulo le fait que j'ai bien compris la question. Mais ouais, là, typiquement sur d'autres stores, alors je sais par exemple, tout le monde a suivi l'actualité avec Huawei, les stores de Huawei, la dernière fois que j'avais regardé, ils ne savent pas gérer les bundles, typiquement. Donc les MDM, j'imagine qu'ils peut-être qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a, je sais pas. Et donc l'intérêt, il n'y en a pas. Si derrière, c'est pas optimisé pour les effets d'intérêt. Y a-t-il un risque de repartir de zéro pour signer ses applis en 1AD et abandonner la traditionnelle en utilisant un Key Store? Y a-t-il un risque à repartir de zéro pour signer ses applis en 1AD et abandonner la traditionnelle d'APK? Je comprends pas en fait la question. Ouais, ça si on peut le chatter, j'espère qu'on peut chatter encore après. Peut-être le refaire parce que là comme ça je vois pas. Après les APK, on peut aussi générer. Alors je vais essayer de te répondre, peut-être que je serai à côté. On peut aussi s'amuser à générer les APK si on veut les signer aussi. Comment enfin après on fait un peu ce qu'on veut. Le tout c'est vrai qu'une fois qu'on passe par le Play Store, la seule règle, c'est qu'il faut que l'APK soit signé avec la signature initiale, parce que c'est ce qui authentifie la source de l'appli, en l'occurrence le développeur, d'une certaine manière. How the dynamic feature proposal works with app updates. With app updates. Alors là-dessus, je vais essayer de pas dire de conneries. Une fois que tu fais un update de l'appli, tu incrémentes le version code. De mémoire, j'ai pas forcément regardé ça, mais le version code, il est propagé dans chacun des manifestes. Ça, là, pour vérifier après coup. Les trucs, ils seront mis à jour. Enfin, même si, alors je pense que l'action derrière, c'est est-ce que si une feature n'a pas bougé, est-ce qu'elle est remise à jour? Moi, je dirais que oui. Moi, je dirais que oui, parce que sinon, ça devient quand même assez compliqué à gérer, et ça est déjà pas mal. Donc, moi, je pense que quand il y a une mise à jour de l'appli, les dynamic features sont mises à jour également. Mais je ne suis pas complètement sûr sur ce là. Voilà. Je ne sais pas s'il n'y a plus d'autres questions. Alors, j'ai pas suivi le chat, je suis désolé, il faudrait que je vous fasse une photo de mon truc, mais il y a plein de questions dans le chat et j'ai pas regardé, j'ai au moins 3 écrans sur le bureau. Ok, écoutez, moi je vais peut-être arrêter l'enregistrement, je peux rester sur le chat s'il y a des questions, à supposer que j'ai les réponses, et puis sinon, je vous remercie d'y avoir suivi la conf, ça a été enregistré, donc ça sera dispo là tout de suite bientôt, et je vous poste les slides, et surtout, écoutez, je vous souhaite vraiment de rester bien peinard chez vous là pendant le temps qu'il faudra, et prenez soin de vous et de vos proches. Salut!